Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h43, c'est le petit déjeuner politique de Frédéric Pechnard, qui est candidat à Les Républicains aux Européennes et vice-président de la région Île-de-France et ancien directeur général de la police nationale. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Dernière ligne droite de cette campagne. Votre tête de liste, François-Xavier Bellamy, a bien commencé la campagne, en la faisant un peu décoller. Puis depuis, on a l'impression que ça patine entre 12 et 15%. Pourquoi, selon vous ? Ce que je pense, c'est que d'abord, on part quand même de très loin. La droite républicaine, comme d'ailleurs la gauche républicaine, est sortie en miettes de l'élection présidentielle de 2017, où finalement, le président Macron s'étant retrouvé face à Marine Le Pen, elle apparaît comme, faussement d'ailleurs, comme son meilleur opposant. Et on voit bien que d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a de cesse que de refaire le match et de mettre en scène son adversaire, c'est Marine Le Pen, parce qu'il est déjà dans l'après, dans 2022, et pour être élu, il veut être face à Marine Le Pen en 2022. Donc on est sorti en miettes, et je vous rappelle que les sondages nous donnaient à peine 8% il y a quelques mois. Donc finalement, on est en train de reconstruire la droite républicaine. Je pense qu'il est absolument indispensable que dans une démocratie, on est autre chose que moi ou le chaos. Et autre chose, c'est la droite républicaine, c'est-à-dire une droite qui partage des valeurs qui sont des valeurs de la démocratie, des valeurs humanistes et des valeurs de droite traditionnelle. Donc je pense qu'il a fait une très bonne campagne. Le trio de tête était excellent avec Agnès Evren en numéro 2, qui est une jeune femme très engagée de qualité. Le numéro 3, Arnaud Danjean, spécialiste des questions de défense, un des députés européens qui a le plus travaillé pendant ces 5 dernières années. Voilà. Et finalement, alors je ne sais pas combien on sera, 13, 14%, 15%. Je pense que c'est un socle qui n'est pas inintéressant, qui n'est pas définitif, loin de là, qui est un socle de reconquête. Et la reconquête, ça sera après les municipales. Mais enfin, pour l'instant, il faut quand même que les gens se souviennent que là, c'est pas un référendum pour ou contre Macron. Mais c'est beaucoup présenté comme ça. Qui on veut envoyer. Bien sûr, c'est présenté comme ça. Mais qui on veut envoyer au Parlement européen. Finalement, on le dit, mais on parle pas assez d'Europe. Moi, vous savez, je suis un spécialiste de la sécurité. Oui, mais alors pourquoi vous voulez devenir justement député européen, vous, Frédéric Pechnard, alors que vous êtes, jusqu'à présent, vous êtes fait connaître avec vos différentes fonctions dans la police, en France, quoi. Pourquoi vous voulez devenir J'ai été 30 ans commissaire de police. J'ai eu l'honneur de diriger la police nationale sous Nicolas Sarkozy. Je suis vice-président du Conseil régional d'Île-de-France en charge de la sécurité et de l'aide aux victimes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Europe nous a apporté la paix, tout le monde le sait, mais l'Europe nous a apporté également la sécurité. C'est incroyable ce qui a été fait, ce que les gens ne savent pas d'ailleurs, pour la sécurité des Français en Europe. Je vais juste vous donner un exemple. Cressida Dick, qui est la patronne de Scotland Yard, a fait il y a quelques semaines une conférence de presse en expliquant aux Anglais, pour les Anglais, en disant voilà, la sortie de l'Europe est une mauvaise nouvelle pour la sécurité des Britanniques. Nous serons moins bien capables de nous défendre sans la puissance d'Europol, des équipes communes d'enquête, du système d'information Schengen, etc., etc. Vous savez, en fait, on est passé... la police française était compétente sur la France et c'était très difficile de sortir de notre pays. Et aujourd'hui, on a une compétence sur l'Europe. On peut échanger, on peut créer des équipes communes avec d'autres pays étrangers, comme si on était en France. On peut échanger des données génétiques. On peut faire tout un tas de choses. Non mais c'est vrai. Alors on peut échanger. L'Europe a été, si vous voulez, très efficace en termes de sécurité, mais c'est très lent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en faire le constat, bien sûr, mais également, si je suis élu, je m'engage à travailler pour améliorer encore la sécurité. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se disent c'est la sécurité, Frédéric Pechnard, pas tant que ça, parce que les frontières, évidemment, en France, on ne les maîtrise plus véritablement. L'immigration, on voit de nouvelles routes qui apparaissent en permanence. Là, c'est à Hendaye, en fait, au Pays Basque. Donc, qu'est-ce que vous leur dites, en fait, à ces électeurs ? Comment apporter, justement, il faut revoir de manière Schengen. Complètement. Si on voulait schématiser, on a 2 agences importantes de sécurité en Europe. On a Europol, qui est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, et on a Frontex, la protection de nos frontières extérieures, qui fonctionne plutôt mal, pour dire les choses clairement. Donc nous avons des idées, nous avons un programme qui est très clair. Nous souhaitons d'abord que les demandes d'asile soient traitées comme les demandes de visa d'ailleurs, en dehors des frontières de l'Europe, puisqu'on s'aperçoit que quand on accueille les demandeurs d'asile sur notre territoire, il y a ceux qui sont acceptés qui restent, et ceux qui sont déboutés qui restent aussi, ce qui n'est pas quelque chose de convenable. On a également le problème
humanitaire, des gens qui traversent la Méditerranée en espérant je ne sais quel Eldorado. Il faut absolument mettre fin aux organisations criminelles qui profitent de ces gens-là, qui les torturent, qui les volent, qui les violent, qui les pillent, etc. Et ça, il n'y a que la puissance de l'Europe qu'il faut le faire. Et puis nous souhaitons alors avoir un corps de garde-frontières, que les frontières extérieures de l'Europe soient très solides. Mais en attendant qu'elles soient solides, nous souhaitons revenir aux frontières françaises, c'est-à-dire avoir la double protection des frontières, à la fois des frontières françaises et des frontières extérieures de l'Union européenne. Oui, alors comme vous êtes un spécialiste, vous êtes un spécialiste justement de ces questions policières. Là, par exemple, je citais à Hendaye, le Pays Basque, qui est la nouvelle porte d'entrée. Il y a eu des migrants qui se sont fait la belle, ils ont été repris, mais il paraît que la police est vraiment sur les dents et quasiment débordée. Vous le sentez, vous, cet état justement ? Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que les organisations criminelles ont fait passer les migrants par l'Espagne. Oui. C'est parce que le préfet de l'époque, Georges-François Leclerc, à Nice, a fait en sorte qu'on ne franchisse plus la frontière italienne. Donc, les organisations criminelles, voyant qu'ils n'arrivaient pas, changent d'endroit. C'est tout l'intérêt d'avoir un corps de garde-frontières, celui qui a été voté, qui est déjà voté, mais qui n'est pas encore mis en œuvre par le Parlement européen, de 10 000 gardes-frontières. Ça permettra de bouger ces gens-là pour pouvoir être efficace. D'ailleurs, un mot, c'est sur le Rassemblement national. Moi, je suis toujours très, très étonné de voir que il vous parle notamment de l'arrêt de l'immigration, mais en contrepartie, il ne vote pas le corps de garde-frontières. Donc, comment est-ce que vous voulez protéger des frontières si vous n'avez pas de garde-frontières ? Enfin, c'est parfaitement absurde. Mais de la même façon, le Rassemblement national, c'est de la contradiction, alors. Complète. Ils ont voté systématiquement contre toute mesure de sécurité. Ils ont voté contre l'augmentation du budget d'Europol, ils ont voté contre la création d'un corps de garde-frontières, ils ont même voté contre... Donc le Rassemblement national ment alors, quand il dit qu'il veut protéger en fait la France. Mais absolument, c'est de la duplicité. Ouais. Et ils ont voté contre le PNR, le Passenger Name Record, qui permet en gros aux forces de sécurité de savoir qui sont dans les avions. J'ai même entendu Madame Le Pen qui disait ça ne sert à rien, les terroristes ne prennent pas l'avion. Enfin, on se moque du monde. Tout le monde sait très bien que les djihadistes français qui sont partis combattre au Levant, en Syrie, en Irak, 99% sont partis en avion, évidemment, ils n'allaient pas partir à la nage. Le Rassemblement national dit aussi qu'il y a eu des textes qui ont été votés par votre majorité au Parlement, alors on ne va pas revenir dans le détail. Nous avons voté, et c'est bien normal d'ailleurs, tous les textes qui amélioraient la sécurité, et si dimanche je suis député européen, je m'engage à pousser tous ces sujets-là. Voilà. Il est scandaleux de ne pas utiliser la force de l'Europe. Moi, vous savez, je ne suis pas pour une Europe fédérale, je suis pour que la France reste la France. Mais l'Europe peut nous aider, l'Europe peut nous protéger, je ne vois vraiment pas pourquoi on s'en priverait. Alors vous êtes en 9e position sur la liste, c'est-à-dire que ça dépend un petit peu justement aussi du résultat dimanche prochain. Bien sûr. Parce que c'est entre, grosso modo, aussi entre 12 et 15 sera en 8 et 12 sièges, donc vous pourrez passer. Peut-être un petit peu plus, on verra. Est-ce qu'il y a besoin d'un dernier coup de pouce pour que les Républicains fassent mieux ? Pourquoi votre ami Nicolas Sarkozy ne vient pas au secours des Républicains là aujourd'hui ? Vous savez, d'abord, je crois que c'est faux de dire qu'il ne vient pas au secours. Vous avez vu ses déclarations ? Il a toujours été fidèle à sa famille politique, toujours, toute sa vie. Il a, même dans les moments qui ont été difficiles, y compris pour lui, aujourd'hui, il est retiré de la politique. Il ne souhaite donc pas, et c'est parfaitement normal, se mettre dans une personnalité qui compte de politique politicienne. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai aucun doute sur son soutien, parce que je lui ai demandé son avis, bien sûr. Et quand je lui dis, voilà, le parti me propose d'être en 9e place il m'a dit vas-y, je t'encourage, c'est une très bonne idée, etc. Voilà. Moi je pense que au contraire son action est assez digne. Je pense que François Hollande pourrait d'ailleurs utilement garder la même distance et la même dignité. Est-ce que Nicolas Sarkozy ira voter dimanche à votre avis quand même pour les Républicains ? Je n'ai pas le moindre doute là-dessus. Vous n'avez pas le moindre doute. Mais en revanche il n'y aura pas de déclaration. Il n'y aura pas de déclaration, il viendra mettre son bulletin. Certains disent que finalement il voudrait un mauvais score de Laurent Wauquiez pour qu'il en soit comptable et puis changer les choses après. Mais je ne pense pas du tout qu'il soit dans cet état d'esprit, j'en suis même absolument certain. Il a tourné cette page-là de la politique, il est extrêmement impliqué maintenant dans tout un tas d'activités privées ou caritatives, puisqu'il s'occupe beaucoup des cancers de l'enfant aujourd'hui. Je ne vais pas dire qu'il ne s'intéresse plus à la politique, évidemment, c'est son ADN, c'est sa vie, et puis ça reste la figure... Il reviendra d'ailleurs, ça reste la figure... Écoutez, il reviendra. Je vais vous dire ce que je pense, je ne suis pas à sa place, je n'en sais rien, Personnellement, à titre personnel, je l'espère. Un mot sur les convocations de journalistes par les enquêteurs, la DGSI notamment. Les services de renseignement font leur travail ?
Oui, alors en l'occurrence, c'est pas tellement, enfin c'est service de renseignement, mais c'est l'aspect judiciaire du service de renseignement. Il y a une enquête judiciaire. Bon, je pense que c'est clair, tout le monde doit répondre aux questions d'une enquête judiciaire. Là, on a deux droits. Les journalistes sont des justiciables comme les autres ou pas ? C'est pas tellement ça, mais on a deux droits qui se télescopent et deux droits qui sont tous les deux extrêmement respectables. Oui. Il y a le droit d'informer les journalistes, qui est plus qu'un droit d'ailleurs, qui est un devoir. Et de l'autre côté, il y a le droit des opérateurs des forces spéciales ou des policiers qui luttent contre le terrorisme d'être protégés, et notamment d'être protégés par leur anonymat. Voilà. Donc, écoutez, laissons la justice faire, on verra. Moi, je pense que c'est jamais une bonne idée de donner en pâture. On peut raconter l'histoire sans donner les noms qui peuvent mettre en péril des gens qui risquent leur vie, qui risquent leur vie pour défendre notre pays. Le mot de la fin, Frédéric Pechnard, avec Cécile de Ménibus. Vous êtes l'ancien directeur général de la police nationale, on l'a dit. Comment expliquer finalement cette vague de suicides dans la police ? Qui sont les responsables ? Est-ce que c'est un manque de vigilance des chefs de service ou une inefficacité des ministères de l'Intérieur, des ministres de l'Intérieur successifs ? C'est une question qui est à la fois très, très sensible et très compliquée. Il y a toujours eu des suicides dans la police. Disons que depuis 2015, il y en a plus. Voilà. Je crois qu'il faut plusieurs choses. La première, c'est que pour le suicide proprement dit, il faut en parler. Il faut en parler. Moi, j'avais fait faire une étude par l'INSERM pour savoir si on se suicidait plus dans la police ou pas et pourquoi. Et on en avait beaucoup parlé. On avait fait un comité d'hygiène et de sécurité, etc. Et assez curieusement, ça a été probablement la meilleure année qu'on ait eue en termes de suicide. Si je puis dire, il y avait eu assez peu. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un maillage. Et la hiérarchie, ça commence, c'est du directeur général au brigadier. C'est-à-dire que tout le monde doit faire attention aux autres. Ce qui d'ailleurs dans la police est le cas. Enfin, moi, j'ai été policier longtemps. Vous êtes toujours dans vous êtes jamais seul. La police, c'est pas un métier solitaire. Au contraire, c'est un métier d'équipe. Donc, on doit faire très attention les uns aux autres. Alors après, je pense que ce qui handicape encore plus, c'est qu'il y a un vrai malaise aujourd'hui dans la police. C'est accentué par la crise des Gilets jaunes et tout ce qui s'est passé tous les samedis. Bien sûr, il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu avant, puisqu'on parle de 2015, les attentats, mais je pense que fondamentalement, il y a des choses qu'il faudrait absolument faire, et très rapidement. Il faut d'abord un grand plan de modernisation de la police. On a eu 2 ministres dans les 30 dernières années qui ont fait ce grand plan de modernisation. Ça a été Nicolas Sarkozy et avant Joxe, vous voyez, un de droite, un de gauche, et tout d'un coup, moi je me souviens quand Joxe est arrivé, il a dit on va faire un plan de modernisation, tout d'un coup on a vu arriver des voitures, des choses, on travaillait vraiment dans des conditions déplorables. Quand vous voyez de jeunes policiers aujourd'hui, ils vous disent tous la même chose. Finalement, ils n'ont pas tellement perdu le sens, ni de leur mission, ni de ce qu'ils veulent faire. Mais leurs voitures sont pourries, leur ordinateur ne fonctionne pas, les toilettes sont bouchées, voilà. Donc il faut un grand plan de modernisation. Ensuite, il faut payer les heures supplémentaires. Vous ne pouvez pas demander aux policiers de travailler encore et encore si vous ne les payez pas. On leur donne des jours de vacances, ils en ont 200, ils en ont 300, ça ne sert à rien, il faut payer les heures supplémentaires. Et enfin, je pense qu'il faut créer une réserve civile exactement comme l'a fait l'armée. Ça renforcera le lien police-population et ça soulagera les policiers d'un certain nombre de tâches et ils pourront comme ça revenir sur leur cœur de métier. Et vous avez un invité surprise. Merci. Oui, salut Frédéric, c'est Nicolas Sarkozy. Bon, petit, toi et moi, on était presque voisins. Pour un peu, on aurait pu jouer aux gendarmes et aux voleurs. Toi, comme futur patron de la police, moi, comme futur président de la République. Tu as déclaré François-Xavier Bellamy est un homme qui parle à votre intelligence. Alors, voici ma question. Alors, qu'on m'a souvent reproché d'agir avant de réfléchir, Bellamy, lui, son défaut, ce serait pas plutôt de réfléchir avant de continuer à réfléchir? C'est une question. Oui. La première question, c'est que j'ai joué dans la rue avec Nicolas Sarkozy petit, parce qu'on habitait dans la même rue en 1970. Hein, c'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. Non, franchement, on ne peut pas comparer les gens et les hommes politiques. C'est pas comparable. Nicolas Sarkozy, et je le disais tout à l'heure, la figure tutélaire de la droite aujourd'hui. Il reste le seul. C'est le seul qui a été président de la République. C'est celui qui nous a sauvés en 2008. C'est celui qui était le leader de l'Europe. Et je peux vous dire qu'objectivement, quand on voit dans quel état on est aujourd'hui, on le regrette bien. Bon, faut que je revienne. C'est ça. François-Xavier Bellamy est un homme jeune, avec une expérience politique, mais qui est limitée. Par contre, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert, que je ne connaissais pas avant la campagne, et je trouve que c'est un homme qui est, vous savez, il est bienveillant. Oui. Il est poli, il fait attention aux autres. Quand on lui envoie un SMS, il répond toujours. Il est intelligent. Quand il parle, on a envie de l'écouter. On n'est pas dans l'anathème et la confrontation
violente et absurde. Voilà, je dois dire que j'ai une grande sympathie pour cet homme et je pense que si ça l'intéresse, il fera une carrière politique brillante. Merci Frédéric Pechnard, candidat Les Républicains aux Européennes, qui était sur Sud Radio ce matin. Dany Moreau, on le retrouve tout à l'heure à 8h20 et François Asselineau dans 10 minutes maintenant. Restez avec nous, 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio.